Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction d'Africa 7. Pour ce premier numéro, nous parlerons de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako avec notre invité du jour. Mais avant tout, je vous propose de suivre ce document. Le 20 novembre 2015, l'hôtel Radisson Blu de Bamako est attaqué par deux djihadistes armés de fusils AK-47. 170 personnes, dont 140 clients et 30 employés, sont retenus en otage. Les assaillants ont commencé par tirer sur tout ce qui bouge dès leur pénétration dans l'hôtel, allant du hall au couloir des chambres. Le bilan est lourd, 21 morts, dont 18 clients et civils de nationalités diverses, 2 terroristes et un gendarme malien. Quelques heures après l'attaque, les militaires maliens, aidés par des commandos de la marine française et des forces onusiennes, lancent un assaut. Ils libèrent les otages, mais tuent 5 personnes. Parmi les victimes, 3 otages, les 2 autres sont les terroristes. Peu après, les otages sont libérés. Le bâtiment évacué et les corps sans vie acheminés vers les morgues. La police scientifique et technique se charge de l'enquête avec l'aide d'experts français de l'ONU, notamment pour l'identification des corps. Dans la soirée, les faits sont revendiqués par le groupe Al-Mourabitoun, dirigé par Makta Belmokhtar, et affilié à Al-Qaïda. Il identifie les auteurs comme Abdelkarim Al-Ansari et Moez Al-Ansari, tous originaires de la région subsaharienne. Le lendemain, 21 novembre, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta se rend sur les lieux, condamne les attaques et déclare l'état d'urgence. Nulle part dans le monde aujourd'hui n'en est à l'abri de ce barbare de notre temps. Ces hommes qui ne mettent pas le nom d'hommes. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous la connaissons et la chérissons. Nos valeurs ne sont pas les leurs. J'ai dit que la valeur vie leur est inconnue. Et c'est pour cela que vous comme nous, chacun devra faire attention. Après la terrible journée de la veille, les ex-otages, toujours sous le choc, viennent récupérer leurs affaires. Vous êtes fatigué? Oui. Comment vous avez vécu la situation hier? C'est bon. Non, je suis en français. Comment vous avez vécu la situation hier? Comme tout le monde, comme tout le monde. Mais vous comptez rester au Mali pendant combien de temps? Nous quittons sous peu. J'ai des gens qui étaient là-dedans, que je suis parti récupérer leurs bagages. Et quel est leur état d'esprit? Ben, on a perdu un mort. Les 2 autres, les 5 autres, on les a récupérés. Et jusque là où je vous dis, là, mon cœur bat encore. Parce que quand je suis rentré dans ma chambre, et avant de rentrer d'abord, voir le sang des voisins, puisque j'ai eu des voisins qui sont partis, qui n'étaient même pas loin de ma chambre. Vous voyez déjà. Donc je vois le sang par terre et vous voyez. Le dispositif sécuritaire est renforcé dans la capitale malienne. Les agences ainsi que les hôtels de la ville sont hautement sécurisés. À l'école française de Bamako, les cours sont en arrêt jusqu'à nouvel ordre. Impossible d'y accéder. Tout le périmètre est encerclé et surveillé par les militaires. Des hommes lourdement armés sont déployés dans toutes les zones de la ville. Dans la psychose, les populations expriment leur inquiétude. C'est triste quand même de voir cet acte barbare et ignorant qui nous arrive. C'est déplorable quand même. C'est quelque chose qui est condamné partout, que tout le monde condamne. Nous, en tant que Maliens, l'habitant de cette ville, nous ne sommes pas
en sécurité. La sécurité n'est pas tout au point. Donc, puis le bon Dieu, que le pays soit bien calme aussi. Qui sont en train de vilipender les principes même de l'islam, parce que se battent au nom de l'islam, mais en réalité ce ne sont pas des musulmans. 10 jours d'état d'urgence et 3 jours de deuil national sont décrétés au Mali. Ces pays voisins, le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie et autres, ont rejoint le deuil. Le dimanche 22 novembre, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, vient exprimer sa solidarité au peuple malien. Président, nos condoléances. Vraiment, nous les Sénégalais du Mali sont très contents ici et bien reçus. De l'aéroport, il se rend directement à l'hôtel Radisson en compagnie de son homologue malien. La réaction est immédiate. Dans une conférence de presse au palais de Koulouba, les deux chefs d'État qualifient les attaques de barbarie. Des dispositions sont prises pour lutter contre le terrorisme. Parmi elles, le renforcement des moyens militaires et la formation des hommes religieux. Il faut une posture nouvelle pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui n'opèrent plus en théâtre neutre, mais qui sont véritablement dans un environnement hostile. Et pour cela, il y a une posture permanente à avoir. Il n'y a aucun village au Mali, vous le savez, cher ami, aucun village qui n'ait sa mosquée. Dès lors, je pense que tout ce que l'on pourra faire pour la meilleure information possible, pour le meilleur encadrement possible de nos compatriotes, en ce domaine-là, sera le bienvenu. 95% de musulmans au Sénégal, sûrement au Mali aussi. Nous sommes souvent dans les mêmes chiffres. Mais d'une manière générale, chacun de nous devra apprendre à faire attention. La riposte est immédiate aux attaques terroristes dans la zone CEDEAO. Les pays sont mis en état d'alerte. Les deux chefs d'État invitent les populations à un engagement ainsi qu'au changement de comportement et la presse a plus de responsabilités dans le traitement des informations. La population doit être alerte, vigilante et capable de préalerter les services chaque fois qu'un fait inhabituel est porté à leur connaissance pour permettre justement aux services chargés de la sécurité de pouvoir assumer leurs responsabilités. Quelques heures après les échanges avec les journalistes, le président Macky Sall rend visite aux soldats de la MINUSMA. Ces soldats sénégalais, au nombre de 600, constituent la réserve onusienne pour l'intervention au Mali. Après une visite guidée du camp militaire, le président en exercice de la CEDEAO encourage les militaires en livrant un message de paix. Vous apportez les salutations de toute la nation sénégalaise. À vous et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Sénégal, engagés bientôt déjà avec la MINUSMA, ensuite avec la MINUSMA, pour témoigner de notre solidarité et de notre engagement sans faille pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. Dans ces attaques du Radisson, 20 nationalités ont été touchées. La Russie et le Mali s'en sortent avec 6 morts chacun. Le 23 novembre, la force de libération du Massina revendique elle aussi l'attaque. Elle affirme l'avoir menée avec le soutien d'Ansardine. Le groupe déclare que 5 hommes ont pris part à l'attaque
que 2 ont été tués et que 3 sont parvenus à s'enfuir. Des déclarations contradictoires à celles d'Al-Morabitoum qui ouvrent de nouvelles pistes sur l'enquête en cours. Pour Macky Sall, le Mali ne sera jamais seul. Il aura toujours le soutien nécessaire pour combattre le mal. Notre invité, c'est le journaliste politologue Yoro Dia. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est avec honneur et plaisir que je vous parle, madame. Alors, malgré les mesures qui ont été prises dans le pays, les menaces émanant des groupes djihadistes persistent. Le gouvernement a rétabli l'état d'urgence jusqu'au 31 mars 2016. Comment analysez-vous cette situation? La situation du Mali est très complexe. La situation du Mali résulte d'une crise politique qui est devenue une crise militaire et aujourd'hui qui est devenue presque carrément une crise régionale et internationale. Au début, c'était une crise identitaire, c'était une rébellion touareg. La rébellion est récurrente au Mali depuis 1960. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'islamisme, les groupes islamistes ont infiltré les groupes irrédentistes touareg pour s'implanter au Mali. Et c'est pourquoi je dis souvent, avant l'infiltration des islamistes, le conflit au Mali était un conflit identique, comme le conflit qu'on a en Casamance, comme le conflit, on a beaucoup de conflits en Afrique liés à la question des frontières, liés à la question de l'autodétermination. Et puis évidemment, c'était un groupe touareg qui voulait une autonomie au nord du Mali qu'il appelle l'Azawad. Mais quand ils ont été infiltrés par les groupes islamistes, quand ils ont pris Tombouctou, Gao et Kidal, j'avais dit à l'époque, l'armée malienne a perdu une bataille, mais les islamistes vont fatalement perdre la guerre. Parce qu'à partir du moment où c'est AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'implante à Tombouctou, ça devient une crise internationale. Pourquoi ça devient une crise internationale? Quand vous regardez la carte du monde, vous voyez que les groupes islamistes avaient une base en Afghanistan et ils ont été chassés par les Américains. Ils avaient pris pied en Irak, ils avaient été chassés aussi par les Américains. Donc la communauté internationale, notamment la France, s'est dit on ne peut pas accepter qu'au cœur de l'Afrique, dans le précaré français, qu'il y ait un nouveau Kandahar. Ça veut dire Kandahar, c'était la zone en Afghanistan où était implanté Al-Qaïda. Ça veut dire que si on avait laissé faire, aujourd'hui, l'État du Mali aurait été comme l'Afghanistan dans les années 90. Ça veut dire formellement, ça aurait été un État, mais ça aurait été un État contrôlé par les groupes islamistes. Ça veut dire concrètement en termes de géopolitique, ça veut dire que les groupes islamistes auraient un pays, un territoire où ils pourraient s'entraîner et exporter le terrorisme. Et là, personne ne serait en sécurité. Pourquoi quand l'armée française est intervenue le 9 janvier 2013, j'avais dit que pour la première fois, on pouvait dire qu'il y avait un impérialisme vertueux. Évidemment, l'intervention française est un impérialisme. Donc, quand vous analysez bien, c'est deux mots, enfin, en français, on dit oxymore, ça veut dire deux mots que tout oppose. Donc, je me disais, pour la première fois, l'impérialisme français était devenu un impérialisme vertueux parce que ça a sauvé le Sénégal. Parce que si l'armée française n'était pas intervenue, aujourd'hui, on aurait eu les groupuscules islamistes à notre frontière à Tambacounda. Maintenant, ça a été stabilisé. Et d'où, ça veut dire, les Français, les Maliens, les Sénégalais, ils ont fait le plus important. Maintenant, ça reste le plus difficile. C'est quoi le plus difficile? C'est lutter contre les groupes terroristes. Et quand il s'agit de lutter contre les groupes terroristes, tous les États sont égaux. Et j'aime bien rappeler ça. Quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, la Gambie de Yahya Jammeh est au même niveau que les Américains. Parce que le risque terroriste est un risque asymétrique. Et c'est pourquoi je dis souvent aux étudiants, ne commettez jamais la bêtise de dire un acte terroriste est un acte aveugle. Ça veut dire c'est un acte fou. Il n'y a jamais de terrorisme aveugle. Chaque fois que les terroristes posent des actes, ça veut dire qu'il y a un message qu'ils veulent dire. Maintenant, on peut ne pas avoir des outils pour comprendre. Mais quand un jeune, comme par exemple ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson, c'était des jeunes garçons qui n'avaient pas 20 ans. Quand quelqu'un est à la fleur de l'âge, est prêt à entrer dans un avion et à faire sauter une bombe, il a des motivations beaucoup plus profondes. Parce que comme je dis souvent, le terrorisme est le seul métier où les gens en dernier ressort sont heureux de donner leur vie. Donc c'est ça aujourd'hui qui complique la situation du Mali. Avant, c'était un conflit classique. Un conflit ethnique, un conflit territorial, des gens qui voulaient leur indépendance, leur autonomie. Mais depuis qu'il y a AQMI au nord du Mali, maintenant c'est devenu, sur le plan géopolitique, un conflit international. Mais la conséquence principale de ça, pourquoi AQMI s'est implanté au Mali, pas au Burkina Faso, pourquoi AQMI a choisi le nord Mali, pas le nord du Tchad? Parce que depuis 20 ans, il y avait une décadence et une obsolescence de l'État au Mali. C'est la faillite de l'État au Mali qui a permis au groupe terroriste de s'implanter tranquillement jusqu'à avoir l'ambition de prendre un pays.
Et on peut dire que depuis l'attaque de Bamako, la tension a augmenté au Mali et justement l'instauration de l'état d'urgence vise à donner aux autorités compétentes les moyens de mieux combattre tout projet d'atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le quotidien des populations? Le quotidien des populations, c'est ça la difficulté de lutter contre le terrorisme. C'est ça la difficulté de lutter contre le terrorisme. Comme on dit en sciences politiques, ce sont des risques asymétriques. Ça veut dire que quand vous avez un conflit entre deux armées, c'est un conflit classique. Quand vous avez un conflit entre une armée régulière et une rébellion, c'est une guérilla. Mais le problème du terrorisme, c'est que c'est comme le poisson dans l'eau. Ça veut dire que tu ne peux pas anticiper sur une attaque terroriste. Comme je dis souvent, le problème avec le terrorisme, c'est que les terroristes commencent là où s'arrête l'imagination. Ça veut dire quand vous faites de la sécurité nationale, quand vous faites une politique de sécurité, ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle des anticipations rationnelles. Genre à Dakar, si les terroristes doivent poser une bombe, quel endroit précis il doit pouvoir le faire? Vous vous dites, ouais, peut-être je protège la place de l'indépendance, je protège la présidence, je protège les lieux publics. Ça, c'est la raison. Et il faut noter aussi qu'avec cela, il y a une surveillance très accrue des sites sensibles aussi. Mais c'est ça la question du terrorisme. Comme je dis par exemple, si vous surveillez la place de l'indépendance, la primature, l'hôtel Radisson, en disant il pourrait attaquer là-bas. Les terroristes commencent toujours là où s'arrête l'imagination humaine. Ça veut dire que les États-Unis, c'est un grand pays, c'est une puissance militaire, diplomatique. Ils sont très efficaces en termes de sécurité. Mais personne ne pouvait penser avant le 11 septembre que des gens pourraient utiliser des avions pour les utiliser contre des tours. Ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris, ce n'est pas une faillite des systèmes de sécurité. C'est une faillite de l'imagination. Parce que personne n'aurait pensé que des terroristes viendraient voir un concert. Et si c'était un concert d'un grand rocker, genre Rod Stewart ou bien David Bowie qui vient de nous quitter, la police française aurait pris ses dispositions, mais c'était un petit concert d'Europe, dans une petite salle qui s'appelle le Bataclan. Personne n'aurait pu imaginer que des terroristes viendraient tirer sur la foule. Personne n'aurait pu imaginer qu'un samedi soir à Paris, des gens s'arrêteraient avec des voitures pour mitrailler des gens qui sont tranquillement assis sur des terrasses. Et puis évidemment, l'État, le premier devoir d'un État, la base du contrat social, c'est la sécurité. Donc l'État doit essayer d'anticiper, l'État doit essayer de surveiller, mais c'est hyper difficile pour un État de lutter contre le terrorisme. Pour le cas du Mali, je pense que l'État malien fait beaucoup d'efforts. Déjà avant, face au Touareg, l'État n'avait pas de moyens. Mais aujourd'hui, par rapport à la crise Touareg, si vous agissez la question terroriste, l'État malien est encore beaucoup plus démuni. Malheureusement, heureusement, il y a le soutien de la communauté internationale. Mais quand vous voyez que des pays comme la France, la Belgique, les États-Unis ont eux-mêmes des problèmes d'efficacité pour lutter contre le terrorisme, je pense que le Mali n'est pas à l'abri. Même nous, nous ne sommes pas à l'abri. Parce que nous avons des États fragiles. Aujourd'hui, la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est d'en faire une question populaire. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une affaire de la police, mais ça doit être une affaire de la population. Et dans ce cas précis, le meilleur modèle que vous avez au monde, c'est le modèle israélien. Ça veut dire en Israël, chacun surveille chacun. Malheureusement, nous devons nous habituer à vivre comme ça. Et enlever surtout ce sentiment d'insécurité chez les populations. Oui, mais c'est permanent. C'est permanent. Ça veut dire que dans la vie, aujourd'hui, il faut que les gens s'habituent à vivre comme ça. Depuis le 11 septembre, on a changé de monde. Depuis le 11 septembre, on a changé de paradigme. Aujourd'hui, quand vous entrez dans un aéroport et puis vous perdez 2 heures de temps, on vous demande d'enlever vos chaussures, on vous demande d'enlever votre ceinture. Et malgré ça, les actions terroristes vont continuer. Parce que comme je dis, quand vous faites de la sécurité, vous anticipez rationnellement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais pour faire mal? Mais comme je dis, il y a la raison et l'imagination. Les terroristes s'arrêtent là, commencent là où s'arrête l'imagination. Mais il faut que la meilleure façon de lutter contre ça, c'est que les populations aussi doivent, parce que c'est leur propre sécurité, c'est leur État, les populations doivent donner un coup de main à l'État. Les populations doivent s'impliquer et sur le plan économique. Non, mais sur le plan économique, ça, parce que quand vous regardez la situation du Mali, le problème fondamental, la question Touareg a toujours été une question économique. Les Touaregs ont toujours dit que la région nord du Mali, ce qu'ils appellent l'Azawad, était une région délaissée. Mais dans les années 90, ils ont pris les armes pour demander d'être pris en contact dans le contrat social malien, Mais aujourd'hui, les pays africains qui se veulent des pays émergents font appel à l'investissement direct étranger. Aujourd'hui, il est peu probable que des investisseurs se bousculent pour venir au Mali. Et ça aussi, il ne faut pas que... Les terroristes ne sont pas des enfants de cœur. Si les terroristes ont attaqué à Bamako l'hôtel Radisson, ils avaient un objectif précis.
Parce que le Radisson, c'est le plus grand hôtel de Bamako. Probablement, c'est là où descendent les investisseurs, c'est là où descendent les compagnies aériennes, c'est là où descendent les hommes d'affaires. Et puis, la base de l'économie, c'est la sécurité. Un pays qui n'a pas de sécurité n'a pas d'investissement. Ce qui fait que c'est une sorte de cercle vicieux. Ça veut dire que la meilleure façon de lutter contre le recrutement des terroristes, c'est de lutter contre la misère. Et souvent, la plupart des gens qui rejoignent des groupes terroristes, c'est des gens qui sont dans la précarité absolue. Donc la meilleure façon de lutter, comme les Américains l'ont expérimenté, les Américains avaient toujours dit pendant la guerre froide, la meilleure façon de lutter contre le communisme, c'est le taux de croissance. Plus il va y avoir de taux de croissance, moins il va y avoir de pauvreté, moins les gens vont tenter par le communisme. Ici, c'est la même chose. Plus il va y avoir de la croissance, plus il va y avoir de l'éducation, plus il va y avoir de la scolarité, moins il va y avoir des gens qui sont tentés par le terrorisme. Mais aujourd'hui, c'est ça la grande question. Les États qui ont de maigres ressources, au lieu de le consacrer à l'économie, sont obligés de le consacrer à la sécurité. Et si vous le consacrez à la sécurité, ça veut dire que sur le plan économique, ça va marcher moins. Et quand ça marche moins, la misère, l'ignorance est un vivier naturel pour le terrorisme. C'est un terreau fertile pour le terrorisme. Ce qui fait que c'est une sorte de cercle vertueux. Est-ce qu'on investit massivement dans l'économie pour lutter contre le terrorisme en négligeant la situation présente, ça veut dire avoir des bombes, des risques, ou bien on fait l'inverse, ou bien on se concentre sur la sécurité en oubliant l'économie. Et c'est ça aujourd'hui le cercle vicieux que les pays africains comme le Mali doivent vivre. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, de nombreux combats s'opèrent dans le désert du nord du Mali. Et aussi, face à toutes ces menaces, vous l'avez dit tout à l'heure, les pays frontaliers se sentent aussi menacés. Mais les pays frontaliers se sentent menacés. Moi, à l'époque, j'avais été le premier à condamner l'attitude du président de la République du Sénégal. Dès que le nord Mali a été envahi, Macky Sall, notre président de la République, a dit que le Sénégal n'interviendra pas. Et ça, quand vous le dites, parce que quoi qu'on dise, quand vous faites de la géopolitique, on vous dit que le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, c'est un État pivot. Et c'est quoi un État pivot? C'est un État stable, politiquement, avec une armée professionnelle. La plus grande armée professionnelle de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'armée du Sénégal. On a fait l'opération Fodekaba 2 pour rétablir la démocratie en Gambie, Fodekaba 1, Fodekaba 2. L'armée du Sénégal a envahi la Guinée-Bissau avec l'opération Gabou. Donc quand un pays frontalier comme le Sénégal, comme le Mali a des problèmes et que l'État du Sénégal dise que le Sénégal n'interviendra pas, mais les terroristes disent Alhamdoulilah. La seule armée capable, la seule armée organisée, la seule armée efficace qui a empêché l'implosion du Libéria, qui est intervenue en Sierra Leone, qui est intervenue en Côte d'Ivoire pour régler la situation. Si cette armée-là dit je n'interviens pas, donc on a une sorte de carte blanche. Et à l'époque, j'avais dit que notre président commet une erreur stratégique grave parce que la question du Mali ne doit pas être traitée comme une question de politique extérieure, mais comme une question de sécurité nationale. Si les Français n'étaient pas intervenus, si les groupes islamistes étaient venus jusqu'à Bamako, ils seraient venus jusqu'à Tambacounda. Et s'ils venaient jusqu'à Tambacounda, sur le plan stratégique, le Sénégal n'avait absolument rien prévu pour contenir ça. Donc la stratégie, ça aurait été de dire que mais si le gouvernement du Mali tombe, et moi je vais avoir l'insécurité chez moi. Donc j'anticipe. Même quand la France est intervenue, mais c'est ça malheureusement, ça les pays africains. Il a dit je n'interviens pas. Mais quand François Hollande a décidé qu'il fallait intervenir, nous sommes les derniers arrivés là-bas. Nous sommes arrivés là-bas, et puis avant le Togo, le Bénin, alors que nous sommes un pays frontalier. Et moi j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, sur le plan stratégique et sur le plan militaire, la plus grande menace pour notre État, ce n'est pas la Casamance, parce qu'en Casamance, l'armée a gagné la guerre, il reste aux politiques de gagner la paix. La plus grande menace dans les 50 prochaines années pour le Sénégal, ça va être la frontière malienne. Parce que ce qui se passe concrètement au Mali, il y a la mission des Nations Unies qui est intervenue. Et ça, quand vous faites de la géopolitique, vous le savez, quand il y a des troupes étrangères, les rebelles, la guérilla se dit, mais nous sommes chez nous. Nous sommes là depuis 3000 ans. Les forces expéditionnaires, elles sont là, elles partiront. Et nous nous trouverons sur place. Ce qui veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, l'ONU peut estimer que sa mission est accomplie au Mali et se retirer. Mais s'ils se retirent, les rebelles qui sont dans le Nord Mali, qui sont dans les grottes, qui sont dans l'Adra des Ivoires, ils vont revenir. Et je ne crois pas que d'ici 20 ans, le Mali va avoir la capacité de rebâtir un État. Parce que pour avoir une armée, il faut avoir un État. Et je ne crois pas que d'ici 20 ans, le Mali soit en mesure de rebâtir un État et donc une armée capable d'assurer la sécurité et l'intégrité de son territoire. Et c'est pourquoi je vais toujours penser que le Mali nous est très proche, c'est notre allié le plus naturel. Nous sommes tellement proches du Mali qu'on a été ensemble un même pays. La Fédération du Mali. Tu ne peux pas partager autant d'histoire que le Mali et que le Mali soit confronté à des questions de terrorisme et que tu le traites comme
et que tu le traites comme une question de politique extérieure. D'ailleurs, j'avais rappelé l'incohérence du gouvernement quand le président de la République a voulu nous engager sur le Yémen. Et j'ai dit, mais il y a un grand problème. Le Mali est là, on ne fait absolument rien. Le Nigeria est là, on ne fait absolument rien. Et on veut aller au Yémen lutter contre le terrorisme. Donc ça demande un minimum de cohérence. Et je pense que l'État du Sénégal doit s'intéresser davantage au Mali pour des questions de sécurité, pour des questions de lutte contre le terrorisme, mais aussi pour la question économique. Le port de Dakar est le port malien. Ça veut dire aujourd'hui, si le Mali s'effondre, il va y avoir un impact économique fondamental pour le Sénégal. Et au-delà de ça, et puis il faut que le Sénégal se donne les moyens de pouvoir contenir cette menace qui, tôt ou tard, va se présenter à l'est de notre pays. Et il faut aussi dire que pour l'attaque de l'hôtel de Bamako, il a fallu une intervention conjointe de l'armée malienne, française et américaine. Lors du point de presse qu'ont donné les deux chefs d'État au palais de Koulouba, le chef de l'État Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, a par ailleurs noté que le Mali ne sera jamais seul, que tout l'espace fera son possible pour la stabilité du pays. Votre point de vue? Oui, mais il y a la diplomatie, mais il y a la diplomatie, mais il y a aussi la réalité. Parce qu'il faut aussi savoir lire à travers les lignes. Le Mali et le Sénégal ont appartenu ensemble, ont été un même pays, pour parler trivialement, qui s'appelait la Fédération du Mali. Quand le président du Mali a été élu, Ibrahim Boubacar Keïta, sa première visite a été réservée au Tchad. Pourquoi le Tchad? Parce que c'est le Tchad qui est venu payer le prix du sang pour défendre le Mali contre les groupes terroristes. Et puis il a fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. Le dernier pays que IBK a visité, c'était le Sénégal. Et pensez-vous que c'est dû au refus des troupes sénégalaises qu'on devrait envoyer au Mali? Non, ce n'est pas le refus des troupes. Ça veut dire que nos troupes sont très compétentes. Quand vous faites des relations internationales, un État a deux acteurs sur la scène internationale, le diplomate et le soldat. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas trois. Donc quand un président du Mali fait le tour de l'Afrique, fait le tour du monde avant de venir au Sénégal, c'était pour dire aux Sénégalais, mais je n'étais pas content de l'attitude que vous avez. Quand vous avez un voisin qui a des problèmes, il faut aller l'aider. Ça, c'est le principe moral. Mais au-delà de ça, j'ai toujours pensé qu'il fallait que le Sénégal joue son rôle. Il faut que le Sénégal tienne son rang. Et c'est quoi son rang? Le Sénégal est un État pivot. C'est ça un État pivot. Nous avons la chance, en Afrique de l'Ouest, d'être le seul État stable et d'avoir une armée de métier. C'est pourquoi dans notre pays, il n'y a jamais eu de coup d'État. Et quand Wade était président du Sénégal, quand il y a eu des conflits en Côte d'Ivoire, mais Wade a envoyé l'armée du Sénégal, essayer de stabiliser le front. Ce qui fait qu'Alassane Ouattara, sa première visite était le Sénégal. Quand il y a eu la crise au Libéria en 1989, quand l'ONU était dépassée, mais l'ONU a fait appel à l'armée du Sénégal. Aujourd'hui, quand vous allez en Centrafrique, ça s'est stabilisé parce que l'ONU a demandé au Sénégal d'envoyer le général Balla Keïta. Et quand vous avez ça, quand vous avez ce statut d'être la plus vieille démocratie, d'être un État pivot, quand je dis l'État pivot, ça s'appelle la théorie de Kissinger. Ce sont les Américains qui divisent le monde en grands partis et dans chaque zone, ils choisissent ce qu'ils appellent un État pivot. Donc ce n'est pas par hasard que chaque fois qu'un président américain vient en Afrique, il vient au Sénégal. Parce qu'il considère le Sénégal comme un État pivot. Donc c'est un État stable démocratiquement, qui n'a pas de problème politique, qui a un État qui fonctionne et qui a une armée professionnelle. Mais ça, c'est un statut, c'est un rang. Il faut le tenir. C'est pourquoi à l'époque, je disais que quand on compare Wade et Macky, pour Wade, le Sénégal était trop petit. C'est pourquoi il s'intéressait à Madagascar, aux autres pays. Mais j'avais l'impression que pour Macky, le Sénégal était trop grand. Mais ce qu'il a dit à Bamako, c'est rassurant. C'est rassurant. Il faut que le Sénégal joue son rôle de puissance sous-régionale. Quand on dit puissance sous-régionale, c'est la diplomatie, mais aussi c'est sur le plan militaire. Et nous sommes au terme du temps donné. Merci, Monsieur Dia. C'est moi qui vous remercie. Et je souhaite bon vent à Africa 7. C'est la fin de ce magazine. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.